Alors, qu'est-ce qu'un médium clairvoyant? C'est quelqu'un qui voit, qui entend des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de dire que je capte l'invisible. Un médium, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait le lien entre ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite conférence justement sur le thème de la voyance. Voyance, un sixième sens qui a de l'avenir, parce qu'on va voir que ça peut servir à tout le monde et que tout le monde est capable justement d'avoir des sensations. Et c'est une conférence qui est interactive. Donc vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, avant que la foule en délire monte sur la scène et m'agresse, ça ne sera pas des questions de voyance, on est bien d'accord, ça je répondrai pas parce que sinon on va pas s'en sortir, mais des questions sur le fonctionnement de la voyance, parce que au cours des différentes conférences que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que les gens, ça grince, se posaient beaucoup de questions et que il n'y avait pas grand monde pour leur donner des réponses et que c'était un tout petit peu le souci. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des voyants, est-ce qu'il y a des médiums dans la salle? Là? Oui. Là-bas? Ok, des confrères, des consoeurs. Qui, hormis vous, voilà, les voyants, les médiums, qui a déjà eu un flash? Oui, quelqu'un qui n'est pas déclaré médium, mais qui a déjà eu un flash? Levez bien haut les mains. Ah bah voyez, vous êtes nombreux. Parfait. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose qui va vous choquer, mais la médiumnité, c'est pas un don. C'est loin d'être un don. Alors un don, ça fait très commercial, c'est très bien, on le vend comme ça. Non, la médiumnité, c'est une capacité. Tout le monde l'est. On est tous médiums. Tout le monde s'est levé au moins un matin en disant je ne sais pas pourquoi, mais je sens pas la journée. Ça va être une journée de et au final, effectivement, c'est une journée de voilà, et on comprend après coup. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette capacité à capter en nous des énergies, des choses qui se trouvent dans l'invisible. Dans l'invisible, on y trouve plein de choses. On y trouve les défunts, on y trouve l'avenir, on y trouve le passé, on y trouve aussi le présent. Étrangement, mais on y trouve aussi le présent. On y trouve aussi le soin avec le magnétisme. Donc dès que vous allez voir un magnétiseur, ça veut dire qu'il est médium. Le médium, c'est voilà, juste l'intermédiaire entre les énergies, enfin le monde visible que nous on voit avec nos yeux, et le monde que l'âme voit avec ses propres yeux. Alors, des flashs, il peut y en avoir de plusieurs, on va dire façons, de plusieurs manières. Vous avez des flashs auditifs, vous avez des flashs visuels, vous avez des flashs olfactifs aussi. Oui, ça arrive des fois de sentir des odeurs, on ne sait pas d'où elles viennent. Il y a des flashs sensitifs aussi, comme si on vous touchait ou comme si vous avez un courant d'air froid. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle le flash psychique. Alors le flash psychique, c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, mais c'est une impression, c'est un ressenti. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne le sentez pas. Ou vous ne savez pas pourquoi, mais vous le sentez bien, justement, au contraire. Tiens, celui-là, sa tête me plaît bien. Vous ne savez pas pourquoi, mais voilà. C'est une impression, ça vient des énergies que la personne dégage. Alors, dans les personnes qui ont déjà eu un flash, madame, j'arrive, marche. Quel est votre... Le flash que j'ai eu, c'est plutôt qui m'est arrivé en me signifiant que ma vie allait changer. D'accord. Alors c'était le flash que l'on peut qualifier comme... C'est vous qui allez me le dire. Alors ça dépend, parce que là, qu'est-ce que vous avez vu dans ce flash ou qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai vu que ma vie allait changer. Que votre vie allait changer. Donc vous avez des images? Un avertissement, si vous voulez. Donc vous avez vu quoi? Des images dedans? Non. Rien du tout. Rien, comme ça. Donc c'était une impression. Ok. Ça a passé dans ma tête comme ça. Et ma vie a changé, ici. Ok. Bon. Donc ça, c'était ce qu'on appelle un flash psychique, du coup. D'accord? Vous avez senti que les choses allaient changer. D'accord? Ça, c'est des choses que vous pouvez avoir tous les jours. Peut-être vous en avez eu d'autres après. Voilà. Et des fois, les flashs, c'est pas forcément très clair. Quand on prend un flash visuel, au-dessus, ils ont l'habitude de me jouer des tours. J'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un me cache quelque chose, c'est pas normal, il y a baleine sous gravillon. Donc eux, ils ont trouvé la parade, ils m'envoient une image de baleine, si vous voulez, au-dessus. Donc moi, je sais que quand je vois une baleine, c'est dire qu'on me cache quelque chose. Là, c'était une impression. Quelqu'un a-t-il eu un flash visuel? Monsieur? Oh. Souvent? Vous voulez bien nous en décrire un? Oui. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel. Parlez dans la teutote, Daniel. Oui. Super, merci. Alors, ça ressemblait à quoi, votre flash visuel? Je voyais par exemple une aura déplacée. Une aura déplacée? Oui, Oui. l'aura globale de la personne. C'était même pas tout à fait une aura, c'était. Oui, c'est ça, c'était une ellipse décalée sur l'axe de la personne.
D'accord. Donc C'est la dernière. vous avez vu qu'il y avait une modification sur le champ énergétique de cette personne, ce qu'on appelle l'aura. C'est-à-dire, ça m'apparaît toujours le matin. Quand je me réveille. Le matin quand vous vous réveillez. Donc là, c'est un flash avec lequel on peut faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure au niveau du magnétisme. D'accord? Les magnétiseurs, bien souvent, si vous en connaissez, ils vont apposer les mains, ils savent pas où, ils se laissent guider. Voilà, et les choses se passent comme ça. Et si vous leur demandez comment vous faites, ils vont vous répondre j'en sais rien. L'important, c'est que ça fonctionne comme ça. Ok. Alors, merci Daniel. Alors, donc ça, les flashs, c'est très bien. On essaie d'expliquer ça, on va dire, de manière un petit peu rationnelle, de manière un petit peu scientifique, c'est bien. Mais de l'autre côté, il y a quand même quelque chose qui existe. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de confession, c'est une question de foi. Et toutes les religions s'accordent à dire que il y a quelque chose de l'autre côté. Peu importe comment on l'appelle, qu'on l'appelle Bouddha, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jésus, peu importe, il y a une énergie universelle qui de l'autre côté nous guide et qui fait en sorte qu'on soit là au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous croyez aux anges ? Aux anges ? Vous croyez aux anges ? Eh bien moi pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à il y a il y a un an. Il faut que je vous raconte quelque chose. Eh ben, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit être mon ange. C'est quand même un truc phénoménal, ça n'arrive pas tous les jours, ça. J'ai, quand je m'endors, 2-3 fois dans l'année, ce que j'appelle des moments de béatitude. Alors, il y a des moments où je suis là, je suis pas là, je suis dans mon sommeil, entre la phase éveillée et la phase endormie. Et donc, comme je vous l'ai dit, je crois pas aux anges. Donc, tout d'un coup, dans cette phase-là, j'ai quelqu'un qui vient me voir et me dit « Bonjour, je m'appelle Ariel », on vient insister sur les 2 A, et il me dit « Je suis ton ange et je vais te montrer des visions de l'avenir ». Moi, j'ai cru que j'étais dans une petite phase un peu de délire. Il me montre des choses, il me montre des scènes de guerre, il me montre l'engagement de la France en guerre, tout ça. Après, il me parle de quelqu'un qui va venir sur ma route, qu'il va falloir que j'écoute, tout ça très bien. Puis je me réveille, je dis tiens, l'ange Ariel, je vais te faire ta fête quand même, je vais regarder si tu existes quand même, ça serait intéressant. Bah, figurez-vous qu'il existe. Je l'ai trouvé dans la cabale. Il s'occupe des gens nés entre le 8 et le 12 novembre, et moi je suis né le 10 novembre. Alors du coup, là, à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, ok, il y a peut-être quelque chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est un monde invisible avec une intelligence. Et c'est souvent cette petite voix qu'on entend et ce que les médiums vont avoir tendance à appeler le guide. Ça, vous avez tous entendu parler. Qu'est-ce qu'un guide ? Quelqu'un veut bien essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un guide ? Qui ? Madame. Bonjour. Quel est votre prénom ? Oui, vous ? Jacqueline. C'est quoi un guide pour vous, Jacqueline ? C'est une bonne question, hein ? Pour moi, mon guide, c'est vraiment un petit peu intérieur. Ouais. Mon moi. Votre moi personnel ? Oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les médiums, quand ils disent qu'ils ont un guide, c'est un défunt qui est juste à côté d'eux et qui leur murmure à l'oreille des choses, dis ceci, dis cela. Voilà, eh bien, c'est ça. En fait, un guide, qu'est-ce que c'est ? C'est un champ de conscience. C'est la petite voix qui est en nous, qui a toujours raison. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est elle qui a toujours raison. C'est elle qui vous dit de manière sûre, de manière claire, quelle est la meilleure conduite à adopter. Ou c'est elle qui vous dit, non mais là je suis pas content de ce que tu as fait, tu as mal réagi. Tu as fait une crise de jalousie alors qu'il n'y avait aucune raison de faire une crise de jalousie d'ailleurs. C'est un peu ça. Donc le guide, c'est ça. On l'a tous en nous. Et ça, vous êtes tous et toutes capables, on va dire, de l'écouter. Alors pourquoi c'est important d'écouter son guide ? Parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui, comme son nom l'indique, c'est lui qui nous dit, voilà, ceci on peut le faire, ceci on peut pas le faire. Et il faut bien le différencier du mental. Le mental, c'est quoi ? Ça, c'est votre conscience, ça, le mental. Votre conscience, votre vraie conscience, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit, putain, celle-ci, elle me fait cric. Ça, voilà, ça, c'est votre voix intérieure. Mais le guide, lui, il a toujours une parole honnête et toujours une parole juste. Toujours. Alors, est-ce que j'ai perdu du monde pour l'instant ou ça vous parle, tout ce que je dis ? On est OK. Alors, on a dit que c'était interactif, qu'on pouvait poser des questions. Qui a une question ? C'est la première, la plus dure à poser. Sinon, je prends la pause pendant 40 minutes, je vous assure, ça va être long. Alors, qui a une question ? Est-ce que la petite voix, Est-ce que la petite voix, ça peut s'appeler le subconscient ? Je ne sais pas si c'est le fait que vous avez un accent, je trouve votre accent très joli, du coup je le prends quand je parle devant vous. Très bonne question. Je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni je suis qu'infirmier. Voilà, mon métier de base, avant je disais mon vrai métier, mais non, médium c'est aussi un vrai métier. Mon métier de base c'est infirmier, j'ai eu quelques petites notions, mais je ne pourrais pas vous répondre avec les termes exacts. Il serait plus intéressant, je pense, de demander ça à un vrai psychologue, je pense.
Mais il doit y avoir un lien à faire avec une entité de la psychanalyse freudienne, en tout cas, le moi, le ça, le surmoi, tout ça. Parce que moi, je fais appel beaucoup à mon subconscient. Vous faites appel à votre subconscient beaucoup. On parlait de la petite voix, du guide. Mhm. Je sais pas si c'est juste ce que je vais dire, ça demande à être vérifié quand même, hein, mais je pense que ce serait plutôt le surmoi, si vous voulez, plutôt. Mais après, c'est qu'une question de terme, vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est que vous, ça vous parle à vous, vous voyez, c'est ça le principal. Parce qu'il y a autant de manières d'exercer sa médiumnité qu'il y a autant de médiums qui existent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui vous forment à devenir médium, il ne faut surtout pas y aller. Hein. Ça n'existe pas. On n'apprend pas à devenir médium. On apprend à développer ses capacités de clairvoyance, ses capacités de précognition, si on veut, mais on n'apprend pas à devenir médium. Parce qu'on l'est tous. C'est comme le piano. Vous pouvez tous faire des gammes, hein, pianoter sur un piano, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment doué. Si je vous mets à côté d'un pro de piano, vous allez pouvoir apprendre. Vous ne serez jamais peut-être aussi bon que lui ou jamais aussi bon que Mozart. Et pour la médiumnité, c'est exactement la même chose. On a tous cette faculté, on est tous capables de le faire, mais certains vont pouvoir développer ça de manière un peu plus forte que d'autres, quoi. Une question? Ça me perturbe, je suis haut là devant vous. Oui, Daniel. Le problème, c'est comment différencier le vrai flash authentique du cerveau qui aurait combiné quelque chose rapidement. Du cerveau qui mentalise, Voilà. et qui lui vous fait voir ce que vous aimez, peut-être ce que vous aimeriez voir. Oui. Alors la première chose que le flash authentique, c'est de ne rien savoir. Je vous donne un exemple. Moi, quand je vais en consultation, j'aime pas quand les gens parlent avant. Quand les gens commencent à me raconter leur vie, je dis stop, je veux rien savoir. J'ai besoin d'une chose, votre prénom, votre date de naissance. Si c'est sur le professionnel, je vais juste vous demander le prénom au sens large, mais je veux pas savoir dans quel état est votre vie, dans quelle situation. C'est comme ça que vous avez, on va dire, la pureté, la vraie pureté du flash. Si vous avez des informations à vous, il va créer la suite des événements. Il va se dire, bah oui, ça se passe pas bien dans votre travail. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est soit vous entendez bien avec le patron, vous allez ça se passe pas bien et puis vous vous faites virer. Vous voyez, c'est à double tranchant. Alors que la réponse n'est peut-être pas aussi simple que ça, elle est peut-être plus compliquée, voire même peut-être plus simple, mais si vous n'aviez pas eu d'informations, vous auriez vu directement les choses. Oui, mais on a aussi des gens Oui. sur lesquels on peut avoir de place. Bien sûr, mais si ça c'est un flash qui n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de vous raconter, par exemple, vous pouvez dire que c'est un flash authentique. Il n'y a aucune raison qu'à ce moment-là, votre cerveau vienne mentaliser ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous me croisez dans la rue que vous voyez quelque chose, on pourra dire à juste titre c'est un flash. D'accord? Dans les flashs, on trouve l'avenir. Ça me permet de rebondir sur cette chose-là. Dans les flashs, on y trouve l'avenir. Est-ce que vous pensez que l'avenir est écrit à l'avance? Alors là, c'est là où je perds la salle en général. Ça fait comme les protestants et les catholiques en Irlande après. Alors, qui dit oui? Ok. Qui dit non? Ah ben c'est moite-moite, hein. Ok. Alors je vais prendre un oui. Là. Ah ah. Il n'y a pas de teuteute, je descends. Elle est là la teuteute. Oui mais on n'entend pas bien, ça grésille. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Fabienne. Tes parents sont dans la salle. Alors Fabienne, pourquoi? Dites-moi. Notre destin est tracé. Mhm. Le destin, il est tracé. Alors c'est quoi pour vous le destin? C'est la vie future. La vie future, ouais. Mais c'est pas faux, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, attention. Hein. Ok, alors qui me dit non maintenant? J'avais eu des noms par là. Voilà, merci. Vous avez pitié du fil qui n'est pas très long, merci beaucoup. Quel est votre prénom? Daniel. Bonjour Daniel. Daniel. Daniel? Ah oui, c'est ça. Alors pourquoi? Dites-moi Daniel. C'était quoi encore la question? Le destin. Le destin. Est-ce qu'il est écrit à l'avance ou pas? Pour moi, non, parce que de toute façon, le futur, c'est illusion. Donc, il n'y a pas d'espace-temps, on doit être dans le moment présent, et nos actes du moment présent peuvent déterminer notre futur. Mais il n'y a pas vraiment de futur, parce qu'on est toujours dans le moment présent. Ok. Eh bien, les deux réponses, merci mesdames, me vont. Alors, je vous explique pourquoi. Le destin, c'est trop souvent connoté religieux. Hein, ça va en général avec la religion, un dieu vengeur, on doit gagner sa gentillesse, sa place au paradis et tout ce qui va avec. Alors le destin, en fait, c'est très simple, ça se résume en 3 mots. En tout cas, sur cette terre-là, sur une autre planète, je sais pas, mais c'est naître, vivre et mourir. Chacune de ces parties
on va dire, en tout cas, vous appartiennent entre guillemets. Bon, naître, on ne choisit pas, hein, enfin, voilà. Votre vie, c'est vous qui la choisissez. Avec ce que vous avez au départ, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Vos choix que vous allez faire chaque jour, vos conditionnés, les résultats de dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Un exemple, si j'avais pas arrêté la fac de médecine, aujourd'hui, je serais peut-être pas devant vous, je serais peut-être médecin. Voilà, bon, j'ai arrêté la fac de médecine, donc je suis médium et je suis devant vous aujourd'hui. Mais, le but, c'est de vivre. Et en fait, quand les gens pensent au destin, ils sont trop ancrés sur leurs éléments personnels de vie. C'est-à-dire que du coup, un mariage qui se termine mal, qui se termine en divorce, j'ai des gens qui m'ont déjà dit c'était mon destin, c'était écrit, c'était comme ça, c'est que ça devait se vivre un peu et puis ça devait pas aller plus loin. Non, le mariage, c'est ce que vous en avez fait, hein, vous avez été deux, ce que l'autre en a fait, ou ce que vous en avez fait, vous avez subi ou vous avez agi, mais voilà, il en est la résultante de tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que l'avenir, il n'est pas forcément écrit à l'avance sur 10 ans, si vous voulez. L'avenir, quand on vient faire une consultation, moi, je vais regarder les différentes possibilités d'avenir que vous allez avoir, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui compose votre vie, ce que vous avez vécu, qui sont les gens qui sont dans votre vie autour de vous et quelles sont les actions qu'ils vont pouvoir avoir dans votre vie. Et grâce à ça, on va déduire la plus grande probabilité, entre guillemets, que cet avenir que je vois arrive. La voyance, en fait, c'est ce qui va se passer si vous ne nous avez jamais vu, en fait. Vous venez dans une consultation de voyance, vous écoutez, vous dites « Ah bah oui, il me l'a dit le jour où ça arrive, il me l'avait prédit ». Mais la voyance, c'est ce qui va se passer si vous ne changez rien, si vous restez exactement la même personne. Donc l'avenir, non, il n'est pas écrit 10 ans à l'avance, il s'écrit au jour le jour. Hein, et on peut dire ça, alors on peut parler des questions un petit peu épineuses, des questions qui fâchent. On peut parler par exemple sur les décès, des suicides. Le suicide, c'est un choix. Hein, le suicide, c'est quelque chose que moi, personnellement, et encore, enfin, ce n'est que ma vérité, je ne prévois pas, je ne vois pas. Parce que c'est un choix, c'est votre libre arbitre, entre guillemets. Si, en faisant une consultation, je vous dis des belles choses, je vais prendre d'une de mes consultantes qui était étudiante en médecine pour rester dedans, elle fait son premier semestre, ça se passe très bien, elle vient me voir, elle me dit ce que je vais avoir mon année. Je dis oui, vous avez bien travaillé, votre premier semestre va être validé, vous allez être bien classé, continuez comme ça va le faire. Bon, manque de bol. Elle a écouté ce que je lui ai dit, qu'elle allait réussir, donc elle a un peu moins bossé au second semestre. Bon, après, elle revient me voir, elle me dit, mais vous êtes grave planté, j'ai pas eu mon année. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Elle me dit, j'ai relâché la pression. Voilà. Donc l'avenir, il est un petit peu ce qu'on en fait. Et je dis, quand vous allez voir un voyant, vous mettez dans un coin de votre tête ce qu'on vous a dit, les choses positives, les choses négatives, si vous voulez vous en servir pour les changer, pourquoi pas ? Mais le positif, vous le laissez dans un coin de votre tête et vous le laissez arriver, le positif. Et c'est comme ça que ça marche le mieux en général. Quand on vient faire une consultation de voyance, il faut avoir une problématique. Quand les gens viennent et disent « je veux faire un tour sur mon année 2016 » par exemple, non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas comme ça. En général, vous allez rarement chez le médecin quand tout va bien. Vous allez chez le médecin parce qu'il y a un souci. Ou alors, vous y allez parce que vous faites un check-up, mais ça, c'est votre habitude personnelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Chez le voyant, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas une problématique à ce moment-là, vous pouvez venir me voir, on verra absolument rien. Si vous avez une problématique forte dans votre travail, dans votre couple, dans votre maison, c'est là où la chose, justement, va ressortir. C'est là où on va pouvoir voir où est le problème, ce qui cloche, et comment est-ce que la suite va s'arranger, entre guillemets. Alors, est-ce que ça amène des questions à certains et certaines, déjà ? Je suis si clair que ça, dis donc. Fantastique. Comment ? Moi, je suis clairvoyant. Moi, je suis tout. Je cherche pas. Je suis médium clairvoyant. Dans la tête des gens, clairvoyant, ça veut dire que vous entendez. Non, moi, je vois, j'entends, je sens. J'ai les impressions psychiques que je disais tout à l'heure. Simplement, je trouve que le terme voyant aujourd'hui est un terme qui est malheureusement utilisé à tort et qui fait trop penser au côté charlatanesque. Alors que c'est pas du tout ça. On devrait pouvoir appeler quelqu'un qui voit un voyant. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est un peu otage, si vous voulez, de toute cette société de consommation. Mais c'est aussi, surtout pour faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des machines à débiter l'avenir et qu'il ne suffit pas de dire « j'ai pris rendez-vous avec mon voyant » pour être sûr qu'en sortant de la consultation, vous allez connaître toute la suite de votre vie. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez venir, il y a des gens qui sont venus ce matin, on peut en parler. Vous avez une question bien précise, je ne vous répondrai pas à cette question, je vous répondrai à une autre question parce que c'est la seule chose que vous devez savoir à ce moment-là pour pouvoir avancer, par exemple. C'est pas nous qui choisissons, c'est au-dessus. Eux, ils savent ce que vous pouvez entendre, ce qu'on doit vous dire. Il y a même des fois, je vais même vous dire, au-dessus, ils m'ont demandé de dire des bêtises. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans le Nord à Hénin-Beaumont avec une consultante qui arrive en pleurant au bureau
Et elle me dit, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Elle était en pleurs, moi je suis quelqu'un de gentil, je la prends. Et puis, elle me pose la question d'entrée, est-ce que mon mari va revenir? Je lui dis, je peux tout vous dire, le bon comme le mauvais. Oui, oui. Je regarde, votre mari va revenir, il n'y a pas de souci, il revient. Et puis le temps passe, et puis on ne s'est jamais perdu de vue, elle m'a envoyé des messages, et puis je reviens dans la région 6 mois plus tard, puis elle vient me voir, elle me dit, mais il est toujours pas revenu. Je dis oui. Mais ça, au fond de toi, tu le savais qu'il ne reviendrait pas. Le jour où on s'est vu la première fois, quand tu es venu en pleurant, en m'implorant de te prendre en consultation, si je t'avais dit que ton mari ne reviendrait jamais, elle me dit, je me serais tué. Vous voyez? Donc c'est une notion, mais ça, c'est de la psychologie, mais c'est pas nous qui décidons. Moi, je ne suis pas psychologue. Je laisse au psychologue le job. Et oui, mais moi, vous voyez, elle arrive en pleurant. J'en ai plein des gens qui sont déjà venus en pleurant. Ça ne veut pas dire que tout le monde va essayer de se suicider, si vous voulez, derrière. Mais elle était tellement mal qu'au-dessus, ils m'ont fait mentir, tout en sachant que si je ne mentais pas, ça allait être trop grave pour elle. Elle m'en a jamais voulu d'ailleurs. Je veux dire, elle était tout à fait, c'est même plus un merci en disant, au moins j'étais plus tranquille, j'avais un espoir, ça m'a permis de tenir. Et puis quand on s'est revus après, elle m'a dit non, je sais très bien qu'il ne reviendra jamais. Donc ça arrive, ces choses-là. C'est pas nous qui commandons, c'est au-dessus. Oui. Ah, une question, merci, bonjour. Parce que ça, alors pourquoi j'ai besoin d'un prénom et d'une date de naissance pour la consultation? Tout simplement parce que ça vous fait parler. Et comme ça, j'entends votre voix. Voilà. Alors des fois, bon, je vous demande votre prénom parce que c'est par politesse. La date de naissance, on peut... Ah ben moi, ça ne me sert à rien. Moi. Je peux faire une consultation sans... Ah oui, je peux faire une consultation sans votre date de naissance. C'est juste que j'ai besoin de votre voix pour vos énergies qui sortent quand même, pour savoir, pour vous capter, pour me brancher sur vous, on va dire. Voilà. D'ailleurs, en parlant de support, ça me permet de rebondir. Kesako, ça. C'est des cartes. Si je prends une personne au hasard, que je les jette en l'air, et que je vous dis les cartes retournées ont décidé de votre vie future, est-ce que ça vous semble juste ou pas? Ça vous semble juste? Alors, souvent ça tombe juste. C'est pas la carte qui tombe juste, c'est la personne qui interprète la carte. Ça, c'est un bout de papier. Ça, c'est de la cellulose mâchée avec de la peinture, de l'encre un petit peu par-dessus. Votre vie, elle tient pas à ça. Ça, c'est un alphabet, on appelle ça. C'est un oracle. Les oracles ou le tarot de Marseille, ce sont des alphabets. C'est en les étalant, vous allez prendre une carte au hasard, comme vous le sentez, et c'est ce qui va nous permettre, nous, peut-être de voir des choses un peu plus précises, de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, rien qu'avec les intuitions, les flashs ou les voix qu'on peut entendre, par exemple. Donc ça peut être d'une aide utile, c'est complémentaire, mais ça, je persiste et je signe, ça ne sera jamais exclusif. Les cartomanciens, j'aime beaucoup. Le jeu de 32, ça marche très bien. Mais les gens qui vous disent je fais que le jeu de 32, c'est faux. Ils ont des intuitions derrière parce que c'est pas possible sinon. Les bouts de papier n'ont jamais parlé. C'est comme si on prenait les petits flyers là, qui sont sur la table, on les jette en l'air et puis on dit voilà, ça décide de votre avenir. Non, c'est un alphabet et ça permet d'aller plus en précision. Ça vous froufrougne, j'ai l'impression. Ah oui, froufrougner, oui, ça c'est de chez moi ça. Ça vous chafouine? Non? Comment? Ça semble logique. Ah, alléluia. Alors merci. Ça semble logique. Qui a une question? Ah, alors, au fond, bonjour. Les flashs olfactifs, oui. Ça, je t'en vraiment pas. Ah, quand ça sent mauvais. Ah. Eh bien, quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Je reprends tout à l'heure mon image du flash de la baleine, si vous voulez. Si vous recevez un flash comme ça ne va pas vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui vous est propre à vous, si vous sentez une odeur mauvaise, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un message qu'on veut vous faire passer, mais c'est uniquement vous, parce que ça se trouve, moi, je ne sentirais peut-être pas l'odeur mauvaise. Et pour l'information qui va être donnée, qui peut-être, attention, c'est un danger, moi, je vais peut-être sentir une odeur de lilas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous est vraiment propre. Il faut chercher dans vos souvenirs si cette odeur-là, vous l'avez déjà sentie, et si ça vous rappelle quelque chose. Les flashs ne fonctionnent qu'avec ce qu'on connaît.
Si on ne vit pas, si on ne fait pas des expériences, si voilà, on n'a pas des drames, si on pleure pas, si on rigole pas, si on n'a pas de joie, si on n'a pas de tristesse, on ne peut pas voir correctement. On est obligé d'avoir vécu, d'avoir fait l'expérience de la vie pour réussir à bien voir et pour réussir à bien faire. Ça, c'est important. Alors, oui. Ah, alors, voilà. Oui, oui, Lors de vos voyances, c'est au-dessus. On vous dit de dire ou de ne pas dire. Oui. C'est qui au-dessus? Alors, ça, c'est la bonne question. Moi, je pensais que c'était le guide. C'est le moi intérieur. Alors, le guide, c'est le champ de conscience. D'accord? Donc c'est la même chose, si vous voulez. Simplement, nous, on l'entend dans notre oreille, mais dans la mythologie, on le situe au-dessus, quoi, sur un plan plus haut. Qui me dit? Eh ben, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est mon guide. Comme ça, moi, ça me fait plaisir. Je suis sûr que c'est pas quelqu'un de méchant, au moins. Et c'est un peu ma croyance, ma foi personnelle. En tout cas, la chose que je sais, c'est qu'il se trompe pas souvent. Donc ça va. C'est plutôt sympa. Mais vous dire qui, je ne sais pas. À un moment, quand j'ai commencé, j'ai même cru que c'était mon grand-père qui était défunt. Et puis je me suis rendu compte au fil du temps que non, c'était pas lui, parce que je posais des questions, j'avais pas forcément les réponses que je souhaitais sur sa vie, par exemple. Donc du coup, voilà, j'entends. Et si dans 20 ans, on vient me prouver en me disant « mais c'était les extraterrestres qui vous envoyaient des ondes », je leur dirais « bah pourquoi pas ». Je dis « si ça fonctionne comme ça, c'est que c'est comme ça ». Mais honnêtement, sincèrement, qui? J'en sais rien. Ça peut pas être les défunts proches de la personne qui vient de savent des choses, qui ont la connaissance, qui fait d'être dans les liens. Bon, alors là, vous attaquez un débat intéressant. Ça, c'est vraiment un débat. Les défunts, s'ils n'ont pas obtenu le statut de guide, ne disent pas l'avenir. Alors là, en général, c'est là où j'en froufroune certains. Parce qu'ils disent, moi je parle à ma grand-mère. Oui, si vous, elle peut vous donner des infos, et si voilà, vous pensez que c'est votre grand-mère, c'est très bien. Mais un défunt, s'il n'a pas obtenu, on va dire entre guillemets, l'autorisation, le statut de guide, il ne peut pas vous renseigner. Les défunts, quand ils passent de l'autre côté, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a tout un détachement par rapport à la vie matérielle. Et je dirais que la seule chose qui va leur importer, c'est la peine que nous, on va avoir en restant sur Terre. C'est comment on va réussir à vivre leur absence, comment on va réussir à reprendre notre vie. Mais tout ce qui va être les questions purement matérielles, ce genre de choses, ils n'en ont pas grand-chose à faire de l'autre côté. Donc si vous sentez que c'est un défunt, eh ben c'est bien. C'est une vérité qui vous est propre et personne n'a la vérité absolue. Donc il faut toujours laisser les gens... Moi, c'est comme les gens qui disent « je canalise Jésus » ou « je canalise Marie ». Si tu veux. Faut pas les vexer, hein, c'est ton pas. Faut se méfier, ces gens-là, ils ont des énergies fortes en général et ils peuvent vous envoyer des mauvais sorts sans le faire exprès, alors faut se méfier quand même. Mais voilà, c'est un peu ce principe-là. Peu importe qui vous croyez que c'est, tant que vous, ça vous aide et que ça peut aider les gens, si vous avez un message à donner, bah, c'est tout ce qui compte. C'est comme je disais, il y a autant de médiumnité que de médiums qui existent. Oui. On sait que quelqu'un de très proche vient nous voir mais qu'on n'a pas connu. Alors, oui. Arrière-grand-père et apparemment Oui. Donc un arrière-arrière-grand-père qui vient vous voir mais que vous n'avez pas connu. on n'a pas connu, mais je sais pas, par le biais du... D'accord. Donc c'est qu'il avait un message à vous faire passer. Si vous avez communiqué avec lui. Oui, qui était là Et qui veille et qui surveille. et sur moi. Ah, vous y avez jamais cru? Non, je ne l'ai jamais connu. Ah, vous avez jamais connu. Oui, alors ça c'est pas grave ça. C'est ce qu'on appelle les familles d'âme, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de les avoir connus de leur vivant sur Terre, puisque vous les avez déjà connus de toute façon de l'autre côté. Alors, je vais dire quelque chose qui là froufrougne encore, là. Enfin, le froufrougneur, on va m'appeler. Notamment les parents qui sont en deuil, ça froufrougne. Quand on va partir du constat que l'océan, c'est une association de milliards de gouttes d'eau. Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK. Donc on regarde au microscope, on va voir H2O, des molécules d'H2O partout. Ça reste bien une molécule. On en met des milliards ensemble, ça fait un océan. Par contre, si vous prenez de la hauteur, vous n'allez plus voir ces molécules H2O, vous allez voir que la grande étendue d'eau, vous allez voir que l'océan. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Le défunt, quand il passe de l'autre côté, il s'appelle Thibaut, il s'appelle plus Maxime, elle s'appelle plus Laura. Il retourne ce qu'on appelle à la source, une fois qu'ils sont bien montés. Le prénom, c'est celui qu'ils avaient sur Terre. La personnalité, c'est celle qu'ils avaient sur Terre. De l'autre côté, les choses sont un peu différentes. Donc on perd ce côté personnalisation. Quand on dit ça aux gens, ils disent « Ah ben oui, mais il n'existe plus alors de l'autre côté. » Si, il a vécu ses expériences, il est la somme de toutes les expériences qu'il a eues dans son vivant, même brève.
Parce que les gens disent, oui, mais pour les enfants mort-nés. Même brève, il y a quand même une gestation derrière. Donc, de l'autre côté, on perd. Mais quand on revient pour discuter avec les vivants, quand on a un message, il faut bien que les vivants ils puissent nous reconnaître. Donc du coup, on leur donne des signes. On leur rappelle qui on était. On leur rappelle la personnalité qu'on était, le prénom. Enfin, eux. Moi, je suis bien avec vous, là. Eux, voilà, ils nous disent, voilà, moi j'ai tel prénom, ça commence par telle lettre, j'ai vécu telle chose, j'ai telle place dans la famille. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir les reconnaître. Et c'est là, à ce moment-là, que ça vous fait du bien. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est que simplement, effectivement, on a dû lui donner le job, la mission, en tout cas, de faire un petit peu attention et de toujours jeter un œil, puis d'envoyer des bonnes énergies. Les défunts, de l'autre côté, si vous voulez, pour vous aider, ça ne peut faire que ça. Envoyer des bonnes énergies. Ça ne contre pas les mauvais sorts, à Hollywood, ça déplace des objets, ça arrive, hein, ça arrive, c'est des choses qui existent, mais pas autant qu'on veut nous le faire croire. Ça répond à votre question? Ok. Oui. Oui, madame. Comment vous l'avez découvert? Ah, Comment vous avez des informations de l'au-delà. des feux, des... Alors, c'est pas vraiment des... Alors, ce que je vous dis... Oui, alors, je vous explique. Ce que je vous dis là, si vous voulez, c'est pas vraiment des informations, parce que c'est quelque chose que je vis, on peut pas le prouver. Et comme je dis, chacun a sa vérité. Donc c'est pour ça. Mais ça, si vous voulez, ce sont des choses que je vis. Mais vous voyez bien que ce que je vous explique, ça va pas bien loin de l'autre côté de l'au-delà. Si vous me demandez à quoi ça ressemble, j'en ai aucune idée. Si vous me demandez comment ça marche la réincarnation, j'en ai aucune idée aussi. Vous voyez? Donc la seule chose, c'est le peu d'informations que j'ai réussi à glaner au cours des consultations. Mais c'est pas des informations qui permettent de comprendre vraiment comment l'autre côté ça fonctionne. Ce sont des petits bouts, et je pense que chacun d'entre nous, on a tous une vérité, et si on les mettait tous ensemble, je pense qu'on y verrait peut-être un petit peu plus clair dans tout ça. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ils sont très... ils sont secrets, quoi. Chaque chose en son temps. De rien. Une question? Oui, bonjour. Pour revenir sur votre cas de la femme éplorée, là, au moment où vous l'avez Oui. vous avez menti en conscience ou c'était là? Alors, est-ce que j'ai menti en conscience? Et quelle proportion de psychologie vous avez dans une séance? Oui. Alors, est-ce que j'ai menti en conscience? Oui et non. Je vous explique. Je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a dit. Mais, quand moi je fais l'analyse de la situation, je suis pas idiot. Je sais bien qu'au vu de ce que je viens de voir et de ce qu'elle vient de m'expliquer, il y a 0,5% de chance pour que son mari revienne. Donc oui, je me doute que d'un côté, j'ai donné une information biaisée. Mais je fais confiance. Je me dis, si on me la donne, c'est que ça doit être comme ça. Le pourcentage de psychologie, il est important. Pardon. Le pourcentage de psychologie, il est important, effectivement. Et c'est d'ailleurs bien le problème de la profession de médium, parce qu'on n'est pas formé à la psychologie, on n'est pas formé à la prise en charge des gens dans la détresse, et c'est le souci. Et je dirais d'ailleurs même, on n'est pas psychologue et on n'a pas à le faire. Simplement, des fois, nos paroles peuvent être soit porteuses de bonheur, soit des fois dévastatrices. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. J'essaie de toujours faire attention. Mais C'est vraiment le moment où le sujet. je dis toujours aux gens au début de la consultation, est-ce que je peux tout vous dire, le bon comme le mauvais? J'insiste vraiment. Mais même des fois en le disant, ça suffit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, quand ils font appel à un médium, soit c'est parce que c'est la dernière chance, soit c'est parce qu'ils vont pas bien, ils veulent entendre des choses qui vont leur faire du bien. Sauf que ça marche avec les charlatans, mais ça marche pas quand on a une vraie consultation en face à face, quoi. Moi, si je dois vous dire qu'elle ne reviendra jamais, je vous dirai, elle ne reviendra jamais. Je dis, en tout cas, voilà ce que je vois aujourd'hui, voilà moi ce que j'ai à vous dire, on va chercher à comprendre pourquoi, je vais te donner des pistes, peut-être qui pourraient essayer de rattraper. Mais j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, au jour J de la consultation, avec ce que je vois, je ne vois pas de retour. Mais qu'elle a toujours les clés en main pour aller essayer de faire changer la donne, parce que les choses peuvent être changées. J'explique aussi aux gens que dans le sentimental, c'est très compliqué, parce qu'il faut être deux pour qu'un couple y fonctionne, et qu'en général, quand le couple ne va plus, c'est qu'il y en a un qui n'a plus envie du tout. Donc on ne peut pas le refaire tomber amoureux, et on a beau faire tout ce qu'on veut, en général, ça ne marche pas souvent. Donc oui, c'est compliqué. On peut aller voir un médium aussi, simplement. On peut aller voir un médium. Alors on peut aller voir un médium par curiosité, s'il n'y a pas un problème, oui, vous pouvez, mais ça ne sera pas moi. Mais vous pouvez.
Vous pouvez. Non, parce que moi, enfin, vous allez arriver, je vais rien vous dire. Je vais, comme je dis, voilà, je pêche pas, je lance pas dans les temps en attendant que ça morde. Moi, il me faut une problématique. Vous arriviez, voilà, vous me dites bonjour, voilà mon prénom, et je viens sentimental. Vous me dites rien de plus, juste ça. Et moi, je vois déjà avec ce que je capte, si je vous capte ou pas. Et là, c'est la grande différence, parce qu'il ne faut surtout pas raconter votre vie. Mais c'est vrai qu'il faut, enfin pour moi, il faut un point d'ancrage. Il y en a certains qui le font, des bons cartomanciens, par exemple, eux, vous pouvez aller les voir. Je veux dire, ils vont vous faire un jeu général, ils ont des grandes techniques avec des jeux, ils utilisent toutes les cartes, enfin c'est magnifique. Oui, ça, ils le font, ouais, tout à fait. Question ? Oui ? Est-ce qu'on peut avoir un flash qui n'a pas de sens ? Oui. J'étais avec des amis dans un village et j'ai vu des scènes de guerre et tout ça. Oui. C'était au-dessus de ce que je voyais. Ok. Et ce qui était en face de moi, Ça n'avait pas de lien pour vous ? rien. C'est la seule fois où ça m'a vraiment comme ça. Après, ça a été vérifié. Alors, donc si je récapitule, Madame était dans un village, elle se baladait, et tout d'un coup elle a vu des scènes de guerre, donc qui apparemment appartenaient au passé, mais qui n'avaient aucun lien avec vous, que vous avez vérifié après. Ok. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Alors tout dépend où vous vous baladez. Si vous allez par exemple en Picardie, dans la Somme, ouais, c'est fantastique. Hein. Moi quand j'y vais, je vois des soldats sur les collines, je vois... Ouais, oui, ça arrive. Ce sont des rémanences de choses qui se sont passées, des décharges émotionnelles fortes qui ont été lâchées sur ces lieux-là, et qui donc du coup provoquent un phénomène de ce que j'appelle de la hantise résiduelle. C'est-à-dire que les énergies restent là, elles ne bougent pas. C'est pas le défunt que vous voyez, si vous voulez, c'est un souvenir, vous voyez, qui se répète. Comment ? Alors, c'est un peu le même fonctionnement. C'est un peu le même fonctionnement. Je suis pas un spécialiste. Ah, j'arrive. J'arrive. Donc oui, c'est des rémanences en fait de choses qui se sont passées sur ce lieu-là. En général, c'est dû à la composition de la terre où il y a beaucoup de quartz, beaucoup de calcaire aussi sur ces terres-là. C'est dû aussi aux sources d'eau. C'est des choses qui, magnétiquement parlant, captent bien les énergies et gardent bien une mémoire, puisque le professeur Montagnier a prouvé avec les expériences que l'eau avait une mémoire. Donc on garde plein de choses et les scènes peuvent être revécues. Ça veut dire que vous avez une sensibilité différente et que vous êtes capable de capter ces choses-là. Il faut faire attention parce que si ça se répète trop, ça peut être handicapant quand même. Oui. Un endroit où vous allez souvent, mais... Voilà. C'est parce que ce jour-ci, vous étiez bien connecté sur la fréquence où c'était émis, quoi, entre guillemets. La médiumnité, ça marche comme une radio. C'est-à-dire que les ondes, elles sont émises tout le temps, en permanence. Il y en a tout le temps, partout. Vous émettez des ondes à chaque moment, à chacune de vos pensées. La médiumnité, c'est comme donc la radio. Vous devez régler en fait le transistor sur la bonne fréquence pour pouvoir capter ce que vous souhaitez capter. Donc c'est que ce jour-là, dans l'état d'esprit où vous étiez connecté sur cette fréquence-là. Ça vous arrivera peut-être plus jamais à celui-là, mais ça vous arrivera peut-être dans un autre lieu. Oui. Alors les annales akashiques. Les annales akashiques. Alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, les annales akashiques. Je ne suis pas un spécialiste. Donc les annales akashiques, si on résume, c'est une mémoire universelle, entre guillemets, qui est contenue, on ne sait où, mais à laquelle tout le monde peut accéder, et on peut même aller plus loin en disant que tout le monde porte cette mémoire universelle, entre guillemets. Je suis juste ? Super. Alors, oui, mais ça c'est quelque chose, vous voyez, comme madame elle disait tout à l'heure, mais d'où est-ce que vous tenez ? C'est quelque chose que je sentais, que je savais, mais je ne savais pas que les hommes les avaient appelés les annales akashiques. Oui, c'est vrai. Puisque pour imager ça, vous pouvez regarder un film qui est très bien. Comment ? Qui s'appelle Interstellar. Dans ce film-là, c'est un film fantastique qui vous parle un peu du quantique, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, et qui vous explique le temps, qui vous explique que tout est en train de se faire en même temps, si vous voulez, ce qui correspond un peu aux annales akashiques, où vous avez toute la mémoire. On parle de la mémoire de l'humanité, on parle de la mémoire de l'univers, parce qu'il n'y a pas que une vieille planète Terre, il y a plein d'autres planètes. Dans cette vie, vous êtes sur Terre, mais dans la prochaine, vous serez peut-être ailleurs, on ne sait pas. Mais voilà, les annales, ça contient tout ça, effectivement. Donc c'est un peu le même système, sauf que là, je pense que c'est vraiment une banque de données qui ne s'efface jamais, si vous voulez. Vous voyez, je pense que c'est alimenté. Je pense que chaque âme, une fois qu'elle a fait son passage, elle remonte avec ses expériences, et je pense qu'elle alimente, si vous voulez, la banque de données. Ça, c'est mon explication à moi, c'est ma vérité à moi. Qu'elle alimente ça, et qu'une fois que c'est gravé, ça peut pas être changé, entre guillemets. Et je pense qu'avec tout ça, on peut déduire de la suite des événements. D'ailleurs, c'est très particulier parce que les scientifiques essaient de modéliser l'avenir, justement. Alors, il y a Einstein qui s'était jeté dedans, puis il y avait d'autres scientifiques avec ce qu'on appelle le théorème de l'incomplétude,
Et ce théorème-là, si vous voulez, avec d'autres, ils en sont arrivés à la conclusion que dans le chaos, que toute civilisation, tout système finissait par le chaos, d'accord, finissait par l'anarchie. Sauf qu'ils sont en train d'essayer de prouver qu'il y a quand même un ordre en fait dans le chaos. Donc même si vous avez l'impression que les choses s'en vont à volo et que la France part en cacahuète, par exemple, eh bien, figurez-vous qu'il y a toujours un ordre et que tout peut être prévisible et ils sont en train de travailler à modéliser l'équation. Le jour où ils ont réussi à faire l'équation, nous on est au chômage. Voilà. Mais ça sera plus fiable que nous, ça c'est sûr en tout cas. Ah oui, bonjour. Je vais revenir sur l'idée de là, une fois qu'il est passé, la partie plus, on rentre dedans, et revient que pour se faire signer. Combien de temps on peut avoir des signes, des messages? C'est-à-dire que quand il est parti depuis longtemps, il a quand même quelque chose qui revient Alors, il n'y a pas de limite de péremption, en fait, si vous voulez. C'est un peu ça la question. C'est-à-dire qu'il peut vous faire des signes 30 ans après. Mais si vous allez bien, il n'y a plus d'intérêt pour lui de revenir, de faire l'effort, si vous voulez, de venir pour faire des signes. Ça dépense d'énergie colossale de venir faire des signes. C'est pour ça qu'on dit qu'un défunt, lorsque la mort est proche, c'est pas très judicieux parce que pour lui c'est compliqué de venir se matérialiser auprès du médium, de venir se faire entendre. Nous on fait une partie du chemin, eux ils font l'autre partie du chemin. Et même pour vous au niveau des signes. C'est d'ailleurs là, après le décès, que vous avez les signes les plus marquants. Pourquoi ? Alors là, il faut arriver à l'explication. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Bon. En fait, c'est l'après-midi de conférence que j'aurais dû boucler la salle. Lorsqu'on meurt, vous avez votre corps physique, à l'intérieur vous avez votre âme. Ce qui fait le lien entre l'âme et le corps physique, ça va être le cerveau qui va tout commander un petit peu. Lorsque vous mourrez, donc du coup, votre corps va se désintégrer, votre âme, elle est libérée. Votre âme, c'est de l'énergie, donc c'est une décharge d'énergie qui s'en va. Ok ? Lorsque cette énergie, elle s'en va, elle retrouve son monde d'énergie, entre guillemets, celui que nous, on ne voit pas. Simplement, les réalités sont différentes. Exemple, si là, je vous endors tout de suite, que je vous envoie sur la Lune, vous vous réveillez sur la Lune, que vous faites un saut habituel, vous allez faire un saut de 2 mètres au lieu d'un saut de 30 cm de haut. Vous allez devoir prendre du temps pour vous réapproprier les nouvelles normes de gravité, les nouvelles normes physiques de cet environnement-là. Pour l'âme qui est de l'énergie, c'est exactement la même chose. Elle va devoir prendre le temps de se réapproprier les lois physiques, les lois matérielles, pour réussir à bien se déplacer. Parce que l'âme, elle est ici, mais elle est partout à la fois. Voyez ? Donc ça, il va falloir qu'elle le comprenne. Une fois que vous avez passé, c'est un exemple, mais 30 ans dans un corps physique avec des lois bien dures, bien béton, quand vous passez de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Donc une fois qu'elles ont réussi à bien prendre, je dirais, les rênes, qu'elles ont bien compris le mode d'emploi, comment ça fonctionne de l'autre côté, elles peuvent un peu aller à leur guise. Là, elles peuvent vous faire des signes, on va dire, de manière beaucoup plus consciente, de manière beaucoup plus intelligente. Radio, bruit qui craque, objet qui se déplace, photo qui tombe, flamme de bougie qui se lève, enfin plein de choses dans ce sens-là. Mais ces signes-là n'ont une raison que si vous avez besoin d'en recevoir. Il ne faut pas oublier aussi que de l'autre côté, c'est intelligent. Il y a une intelligence de l'autre côté, et c'est eux qui décident. Si pendant, par exemple, 15 ans, vous demandez à recevoir des signes, mais que vous avez réussi à avancer, que vous avez fait votre deuil au bout de 15 ans, vous n'allez plus en recevoir de signes. Parce qu'il n'y a plus de raison. Votre vie, elle doit se faire là, sur Terre, et non pas en pensant à l'autre côté, si vous voulez. C'est... Oui, non, je comprends bien, mais quand même, il arrive dans une intelligence derrière, il y a un manque. Oui, l'intelligence derrière, elle comprend qu'il y a un manque. Oui, mais vous avez besoin sur Terre. Je vais expliquer un truc, moi aussi j'avais du mal à comprendre. C'est un peu le même phénomène que quand on dit on choisit sa vie avant de descendre sur Terre. C'est un peu, je vous fais le lien. Alors attendez, que je vous raconte pas de bêtises, que je remette ça dans l'ordre. Tac, tac, tac. Bon. Oui, ça y est. Mon frère, qui est aussi médium, fait ce qu'on appelle une régression. Alors moi, ce genre de choses, j'y crois absolument pas. J'ai dit, fais-moi voir, fais-moi essayer. On a essayé, on a fait une régression. Bon, j'ai vu une vie antérieure qui m'a dit que c'était ça, c'était bien. Et puis à un autre moment, tout d'un coup, j'ai pas compris, je me suis retrouvé dans une grande pièce blanche. J'étais tout en blanc. Les gens en face de moi étaient en blanc. Et je savais que ça n'avait plus aucune réalité avec ce qu'on était en train de faire, avec la régression, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais parti, je suis perché ailleurs, je sais pas, avec eux au-dessus. Et j'ai compris à ce moment-là que en fait, les réalités au-dessus ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a sur Terre. Et qu'on ne pourra jamais comprendre, nous, sur Terre, comment ça fonctionne de l'autre côté. Le manque, on l'a ici, sur Terre, parce qu'on fonctionne
comme ça. Mais eux, au-dessus, ils voient pas ça comme ça. Eux. C'est très particulier. Oui. C'est... Quand on vous dit, mais il aimerait bien, il aimerait bien. Oui. C'est flou. Est-ce qu'on est sûr C'est le On est message. sûr qu'il aimerait peut-être pas être accompagné et pas tout seul. Pas tout seul de l'autre côté. Tout seul de l'autre côté, non, mais bon, je veux dire, à un moment donné, quand on est dans une famille, Bien sûr. pas, je veux dire, Bien sûr. Mais la famille n'existe pas de l'autre côté. C'est ça. C'est ça qui est très très difficile à comprendre. Je pense peut-être que les gens qui ont fait une NDE en gardent peut-être un souvenir, mais pour nous, terriens, simples mortels, c'est très difficile à comprendre que de l'autre côté, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous on a. La famille, c'est pas grave. Les liens père, mère, sœur, ça n'existe pas de l'autre côté. Ils ont la conscience qu'ils font partie d'un grand tout et que chaque chose arrive en son temps et que pour vous, ça va être 20 ans avant de partir de l'autre côté, par exemple, mais que pour eux, ça va représenter 10 minutes. Oui, non, c'est un exemple. C'est un exemple. Je le souhaite le plus long possible. Ah non, faut pas dire ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Et eux, ils ont juste une chose à dire, c'est « Oui, mais toi, tu es encore là, tu es encore sur Terre, tu as encore ton job à faire, tu as encore tes expériences à avoir. » Tes souffrances, ça fait partie des expériences, tristes, mais ça fait partie des expériences. C'est à toi de les vivre, c'est à toi de ce que tu dois vivre, et seulement après, tu pourras venir. Et du coup, ça va me ramener à une question sur le guide par rapport au mental. Oui. Le guide, normalement, il est là pour vous aider et vous donner que des choses bien, ça, j'en suis consciente. Mais pourquoi il laisse un peu le mental alors dédié sur pas bien? Ah, parce que c'est compliqué, parce que pour pouvoir entendre son guide, même si on peut tous l'entendre, il faut être dans des bonnes dispositions là-dedans. Il faut se sentir bien. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes contrarié, si dans votre vie ça ne va pas, vous ne pouvez pas entendre votre guide. C'est pas possible. Il peut vous dire ce qu'il veut, vous entendrez jamais. Et vu que votre conscience, elle est sur Terre et qu'elle vit avec les réalités terrestres, hein, la souffrance, la douleur, l'argent, le matériel, tout ça, c'est elle qui va prendre le dessus. Votre guide lui pourra dire ce qu'il veut, vous l'entendrez pas. On va y mettre un peu des claques. Bah s'il pouvait, je pense que la Terre irait mieux, hein, je pense. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça fait partie. Il faut dire voilà, que la machine humaine est une magnifique machine qui est formidablement bien construite. Et que voilà, si les choses se passent comme ça, si on les vit comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça. Mais c'est pas facile à accepter. Je crois qu'on l'accepte jamais. On vit avec jusqu'au bout, mais je crois qu'on l'accepte jamais. Une question? Oui, bonjour. Comment est-ce que vous pouvez expliquer alors une sensation physique d'une personne avait venu dans mon rêve me faire un bisou, je me suis réveillée, j'ai senti la chaleur du bisou dans mon cou. Le deuxième, c'était un ami qui est décédé. J'ai fait un PowerPoint pour sa femme et il est venu me remercier, mais en tant que chien, il est venu me lâcher la main. Et je me suis réveillée, pareil, c'était dans le rêve, et j'avais cette sensation que la main chaude d'une langue qui passait sur ma main. D'accord. Alors, quand vous voyez des défunts en rêve, pourquoi on les voit en rêve? Parce que la porte du rêve, c'est la porte la plus facile pour entrer dans votre esprit. J'ai eu juste la sensation. J'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Ah, mais alors qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était des défunts? Bah, c'est par après. J'ai eu une intuition. D'accord. La première fois que c'était ma maman, je crois que c'était lui pour me remercier d'avoir créé ces portes. Ok. Eh bien, c'est parfait. Ça vous suffit. Si c'est votre... Non, mais si c'est votre explication à vous, si c'est la manière dont vous avez vécu les choses et dont vous l'avez senti, eh ben, c'est tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'au-dessus, ils ont bien fait le job, ils vous ont bien passé le message et que vous l'avez bien interprété. Ok? Il n'y a pas à chercher plus loin. Vous savez, au-dessus, c'est déjà compliqué de venir nous voir ici. Alors eux, c'est action, réaction. Hein. Ils veulent faire quelque chose, ils font très simple. Alors, les défunts, quand ils rentrent dans les rêves, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vivez sur une terre où on vous apprend depuis tout petit que 1 + 1 = 2. On vous apprend que le bois, c'est solide et que ça ne peut pas être traversé comme ça, sinon il faut le casser. Et on vous apprend que les morts, une fois qu'ils sont morts, et puis c'est tout. Hein, ils se trouvent au cimetière. Donc, pour votre esprit qui vit avec ça, avec ces normes, depuis tout petit, c'est très compliqué pour lui de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Donc, quel est le moyen qu'il trouve de l'autre côté? C'est de passer par les rêves. Pourquoi les rêves? Parce que vous êtes dans une phase où tout est en train de se mélanger. Le rêve, quand vous dormez, c'est le moment où votre cerveau, si vous voulez, fait le bilan de tout ce qu'il a vécu dans la journée, il met des choses de côté, il en garde d'autres, il fait des synthèses avec des choses qu'il a vécues d'autres jours.
me dit que c'est l'heure. Donc, il fait la synthèse de tout ce qu'il a vécu, et donc il va créer des choses oniriques, des choses qui n'ont ni queue ni tête, si vous voulez, parfois. Mais c'est dans cette faiblesse-là que la porte est la plus grande ouverte pour que le défunt puisse venir vous parler. Pourquoi ? Parce que le message est acceptable quand il est dans un rêve, alors que s'il était en face de vous, ça serait peut-être pas aussi acceptable. Vous voyez ? Si vous me dites « j'ai vu mon défunt dans mon rêve », c'est pas dérangeant, parce qu'on a l'impression des fois de rêver à des choses bizarres, des fois ça arrive, donc c'est pas dérangeant, c'est pas idiot. Par contre, si vous venez dire à quelqu'un j'ai vu mon défunt devant moi hier, là il va vous regarder, il va vous dire hein ? Donc c'est pour ça. Voilà. Et ça peut arriver qu'un défunt se matérialise devant vous. Alors matérialiser, c'est un grand mot. Hein, Oui, une apparence ou quelque chose. Oui. Je vais vous dire oui, hein, pour l'avoir vécu, oui. Alors quand je les vois, ça va être par des impressions, si vous voulez, ça va être par des flashs, une image furtive qui va arriver, qui va se repositionner plusieurs fois à différents points de la salle. Quand ils me parlent, je ne les vois pas, par exemple. C'est soit je les vois, soit ils me parlent. Ensuite, à tout un chacun, oui, ça peut arriver un regard furtif dans une glace, par exemple, où on croit avoir aperçu, où on va avoir la sensation que, et tout d'un coup, avec cette sensation, on va avoir l'image du défunt qui va se former dans notre tête. Vous voyez, c'est de cette manière-là. Après, c'était au XXe siècle, au XIXe siècle aussi, on a eu tout ce qui était les médiums ectoplasmiques, on appelait ça, qui, par une manifestation d'ectoplasme, faire se manifester un défunt. Moi, j'en ai jamais vu comme ça. Mais l'important, c'est ce qui se passe là, avec les yeux de l'âme et avec le cœur aussi. Donc il n'y a pas forcément besoin que vous le voyez comme moi je vous vois, si vous voulez. Le seul fait que votre cerveau lui associe, que vous avez senti sa présence, lui, il amène l'image. Et donc c'est comme si vous l'avez vu. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois et dans des maisons différentes, de me réveiller en pleine nuit et de sentir, il y avait quelqu'un dans la chambre. Ouais. Et quand j'ouvre les yeux, je vois des ombres, et à ce moment-là, c'est vrai que je me dis, allez, rendors-toi, je rêve, voilà. Ouais. Mais quand ça arrive quand même, c'est pas dans toutes les maisons. Et cette présence, elle vous fait quoi ? Rien. Rien. Vous sentez. Ouais. C'est tout. Ça m'est arrivé. Non. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y a un message derrière à comprendre ou pas. Mais c'est très bien déjà de sentir comme ça. Une dernière... Oui ? Oui. 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 Est-ce que ça vous a fait penser à quelqu'un en particulier ? Non ? Bon. Ça arrive des fois. Vous savez, de l'autre côté, c'est pas non plus tout rose. Même si le paradis et l'enfer n'existent pas, si vous êtes méchant ici, les expériences que vous allez ramener vont pas forcément être bonnes de l'autre côté. Donc des fois, on tombe un peu sur des fadas, quoi. Ça arrive. Mais en général, il n'y a pas grand-chose à craindre, quoi. Puis il m'est arrivé aussi une chose, l'année dernière, j'étais trop très fatiguée, en fait, Oui. je dormais, je pensais que l'esprit était là, mais je ne pouvais pas bouger. D'accord. Je devais bouger, Oui. je ne pouvais plus bouger. Ok. Et vous étiez dans une conscience modifiée ? Est-ce que vous avez eu l'impression de sortir de votre corps ou pas ? Vous avez vu votre corps de l'extérieur ? Ok, donc là, ça veut dire que vous êtes sorti de votre corps. Là. Ok. Donc là, c'est quelque chose enfin, c'est assez sympathique à faire, ça n'arrive pas tous les jours. Ça peut être paniquant, on va dire, un petit peu, mais c'est une des capacités de l'esprit, de l'âme, tout à fait. Une dernière question, parce que je vois qu'il y a Sieur Jean-Pierre Girard qui est là. Oui ? Par rapport aux fréquences, Ah bon, bah alors on va faire les deux. Alors, je commence par la dame en vert au fond, et après, je reviens vers vous. je voudrais savoir si les enfants sont plus sensibles que les adultes. Oui, plus vous êtes pur, moins vous êtes formaté, plus vous êtes sensible. D'ailleurs, pourquoi les animaux sont des très très bons conducteurs et voient beaucoup plus de choses que nous. Et un animal, ça voit, un chat, un chien. Vous prenez mes chiens, vous ne savez pas pourquoi, des fois, elles se mettent à aboyer, enfin, sans aucune raison particulière. Mais les enfants, plus ils sont jeunes, oui. En général, ça a tendance un petit peu à se fermer autour de 5-7 ans. C'est parce que quand ça se passe à la maison, moi j'ai 2 enfants. Ouais. Et c'est surtout la nuit que mes enfants viennent me voir et me disent qu'il y a quelqu'un qui est venu. Ouais. Ça se passe depuis que ma belle-mère est décédée. Et je pense que c'est ma belle-mère qui me rend visite. Ouais. Et là, ça commence à durer. Ça suffit. Alors, pourquoi la nuit ? Pourquoi la nuit ? Quel âge ils ont vos enfants ? 12 ans et 9 ans. Oui, donc ils sont déjà grands. Pourquoi la nuit ?
C'est exactement la même explication que le rêve. D'accord? Parce que sinon, ça peut se produire aussi en journée. Hein. Le jour, la nuit n'a absolument rien à voir. C'est que simplement la nuit, c'est plus propice aux histoires d'enfants, c'est plus propice aux fantômes, c'est plus propice à tout ça. Donc, l'esprit de l'enfant n'est pas surpris de voir quelque chose la nuit. Il va avoir peur ou pas, mais il n'est pas surpris. En plein jour, c'est pas la même chose. Ok? Mais il n'y a rien à craindre de votre belle-mère. Oui? Par rapport aux fréquences, dont vous parliez tout à l'heure, un peu comme une fréquence radio, Oui. est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir maîtriser les moments où on se connecte comme ça? Ou est-ce qu'on doit subir les moments où on a une flash Est-ce que le bouton on-off existe en fait, hein? C'est ça, hein? Alors, il n'existe pas vraiment. On peut trouver des subterfuges pour essayer de le faire fonctionner. Moi, pour ma part, quand c'était à l'adolescence, hein, entre 14 et 16 ans ou 15 et 17 ans, j'en avais marre de voir des choses parce que ce que je voyais à chaque fois, c'était soit de la souffrance, de la tristesse, des décès, des maladies. L'élément déclencheur principal, c'est l'émotion forte. Donc j'en avais marre. Donc j'ai complètement refusé tout ça et j'ai dit je veux plus rien voir. Puis pendant 2 ans, j'ai plus rien vu. Et un beau jour, ça a commencé à revenir sans explication aucune. Et j'ai mis en place un système avec un bonnet. Et je me retrouvais comme un idiot, je leur parlais au-dessus, je leur disais voilà, je mets mon bonnet, je veux rien voir. Par contre, je vous promets que pendant 1 heure à 2 heures dans la journée, je l'enlève et là, vous pouvez me montrer ce que vous voulez. Ça fait très idiot, ça fait très bonnet, on est en plein mois de juillet, j'avais l'air un peu couillon avec mon bonnet en laine. Et ben ça a marché. 1 mois, il a fallu à peu près, j'ai commencé à avoir les premiers résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais, quand je ne veux pas voir, j'arrive à fermer les choses. Mais vous ne me ferez pas prendre le bus, vous ne me ferez pas prendre... voilà. Il faut que je voyage dans des moyens de transport en commun, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi, parce que sinon c'est trop, et j'arrive pas à maîtriser la chose après, par exemple. Voilà. Là, ça va, je suis occupé, je suis sur scène, donc du coup, je n'ai pas les chakras ouverts. Mais dès que ça va être terminé, que je vais poser le micro, c'est parti. Donc il va vite falloir que je referme ça, pour pas être embêté, parce que c'est pas physiologique de capter 24 heures sur 24. C'est pas possible, ça. Voilà. Oh, la dernière, parce que vous m'êtes sympathique. Ah non, juste une, hein. Choisissez, pas 3. Hein. Alors, dites-moi. Oui. Est-ce que les somnambules ont des facilités pour être médiums? Eh ben, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà, on va lui demander. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Merci.